avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux un peu te présenter, Mariam? Bonjour, Issata. Déjà, merci pour l'invitation et surtout pour l'initiative que je trouve honorable. C'est important de faire ce partage un peu de retour d'expérience, donc donner des modèles accessibles. Alors, camarade Mariam, aujourd'hui, je suis dans la finance, mais à côté de ça, je suis une personne qui est beaucoup plus engagée associativement, donc des associations qui portent des sujets de développement, donc plus sur la partie éducative, donc le pouvoir intervenir sur des politiques éducatives, hein, des associations qui ont qui se positionnent le plus souvent comme des centres d'aide à la prise de décision au niveau des décideurs, enfin, plus sur la partie Mali. Donc, un peu ça, et à côté de ça, j'aime beaucoup le sport, surtout le football que je pratique au quotidien. Donc, c'est un petit peu ça, rapidement. J'adore la diversité des profils qui viennent dans ce podcast. J'adore. Donc, toi, tu es dans le domaine de la finance et tu travailles dans un Big Four. Donc, pour la première partie de ce podcast, ce sera plus centré sur ton parcours académique, mais orienté comment on fait réellement pour intégrer un Big Four. Et la deuxième partie, ce sera plus insertion professionnelle, mais ça sera plus la partie une fois que tu entres dans un Big Four, comment tu évolues, enfin, comment tu te fais ton petit chemin. Donc, on va commencer par en fonction de la densité des réponses, je vais voir si je fais un seul épisode ou si je divise par deux. Euh, Bien. donc, je vais te laisser nous parler un peu de ton parcours académique et puis de temps en temps, je vais rebondir si j'ai des questions. Mais c'est plus un échange que c'est Mm. pas une liste de questions que je veux pas te bombarder de questions. C'est interactif, Un ça me échange, va, voilà, ça me va. c'est interactif. Donc, on peut y aller. Ok, parfait. Alors, je commencerai un peu plus, je vais faire un rétropédalage. Donc, au lycée, j'ai fait un bac sciences économiques. Et à la suite de ça, donc à l'obtention de mon bac, j'ai bénéficié d'une bourse du gouvernement malien en partenariat avec l'Algérie, où j'ai pu faire 3 ans, donc une licence en économie monétaire et bancaire à l'université Mouloud Mameri de Tizi Ouzou. Et dès que j'ai obtenu cette licence, par la suite, moi j'ai décidé de m'orienter un petit peu vers la France. Donc j'ai postulé via Campus France. À l'époque, le master que je voulais faire, donc c'était un master plus sur la partie finance, donc axé sur les maths appliquées à la finance. Mais avec la licence que j'avais fait en Algérie, j'avais pas tous les équivalences. Donc il y avait quelques matières que je devais approfondir. Donc c'est pour ça, en ma première année en France, j'ai dû faire une autre licence. Donc L3, donc qui est une licence économique et plus management de l'entreprise, mais axée sur les modules comme statistique, l'économétrie et l'économie de l'incertitude. Donc ça, j'ai dû le faire voilà, c'était en 2018-2019. Et dès que j'ai obtenu cette licence, donc ça me faisait une double licence, donc j'avais majoritairement acquis les modules équivalents pour faire le master. Donc j'ai pu intégrer le master à Paris et c'était un master sur 2 ans. Donc la deuxième année, c'était en alternance. Donc il fallait trouver une entreprise d'alternance pour mettre en pratique tout ce qu'on apprenait lors du cursus. Donc, et ça, j'ai pu le faire chez Natixis Assurance. Donc c'est le deuxième groupe bancaire français et c'était sur un poste de chef de projet finance. Et c'est durant ce poste d'alternance, finalement, vu que j'étais sur les projets finance, et qui dit projet finance, bah, c'est une vision un petit peu globale des projets de l'entreprise. Donc, ça veut dire échanger avec toutes les directions, que ce soit la direction des risques, la direction investissement, la direction compliance, et toute la partie comptabilité et système d'information. Et c'est grâce à ça que moi, je bossais avec des consultants. Donc, c'est là où intervient beaucoup plus les cabinets de consulting, donc les prestataires, parce que c'est des sujets de pilotage de la performance, de transformation finance, donc c'est tout ce qui touche à la fonction finance. Et, bah, moi, petit à petit, bon, au départ, je l'ai trouvé beaucoup plus stylé, on va pas se mentir, mais après, c'est ce qui m'a poussé. Finalement, je me suis dit, en fait, moi, j'ai envie d'intégrer une boîte de conseil. Et qui dit boîte de conseil, bah, finalement, on va plus commencer par les tops, donc c'est les Big Four.
Et après, j'ai commencé à postuler un petit peu. Donc, au début, c'était pas facile parce que enfin, le process de recrutement, il est quand même, enfin, je dirais pas que c'est complexe, mais je dirais que c'est challengeant parce que voilà, c'est axé sur des profils beaucoup plus, enfin, on va dire, capés, même si tu finis les universités, enfin, forcément, l'accent ne va pas être mis sur l'expérience en tant que soi parce que c'est un début de carrière, mais c'est aussi ce que tu peux apporter, ce que enfin, les connaissances que tu as acquises, comment tu les mets en pratique et comment tu les valorises. Parce que ça va plus être ça. Donc, c'était sur un process. Mon process, il a duré 3 semaines. J'ai postulé via le site Carrière. Donc, c'était une candidature, il y avait un poste spécifique. Donc, j'ai postulé sur le poste, c'était le poste de consultant junior finance, stratégie et performance et axé sur la partie assurance, donc l'assurance. Et vu que j'avais fait mon alternance dans une entreprise assurantielle, donc j'avais plus de billes à apporter sur ce sujet-là. Donc, j'ai postulé et je crois une semaine après, j'ai été contactée par un RH et on a fait un entretien enfin, téléphonique sur quelques minutes. À la suite, on m'a proposé un autre entretien, cette fois-ci avec un directeur. Et l'entretien avec le directeur, il était technique parce qu'il y avait la partie un petit peu à, voilà, me challenger sur les aspects techniques, que ce soit les modules que j'ai à faire à l'université et même sur la partie, les projets qui étaient les projets d'actualité dans le domaine de l'assurance. C'est quoi la norme finalement réglementaire sur l'assurance? Donc, c'est assez technique et aussi souvent une étude de cas donc voilà, mais c'est en fonction finalement du candidat qu'on a en face que souvent bah, ça s'adapte. Donc, et après ça, j'ai passé des tests techniques sur tout ce qui est anglais. Il y a aussi pendant l'entretien avec le directeur, on a switché en anglais. Donc il fallait aussi parler l'échange en anglais parce que c'est important aussi de maîtriser l'anglais vu que la majorité de nos missions aussi c'est à l'international, c'est avec des entreprises internationales. Donc il faut avoir ça comme compétence en fait. Je pense que c'est indispensable. Et après, il y a tout ce qui est test enfin, un peu plus comportemental, donc pour comprendre c'est quoi le profil de la personne, est-ce que c'est un profil qui va pouvoir s'intégrer dans l'équipe, enfin, un petit peu à challenger ça. Et une fois que j'ai passé tous ces tests, donc l'entretien final c'était avec un partenaire et c'était plus l'échange, enfin, un petit peu comprendre, qu'on m'explique et tout. Et au bout de 3 semaines, moi j'avais mon OK. Et j'ai intégré en 2022. Et, euh, et jusqu'à aujourd'hui, bah, je suis toujours là-bas. Donc, je me dis si je suis encore, c'est parce que voilà, Non, ça se mais passe plutôt bien. c'est ça. Mm, On va rentrer un peu dans le détail de cette mm, partie. Dans la deuxième partie, là, je vais mm, rembobiner. mm. Déjà, on voit qu'il y a beaucoup de termes techniques, donc je sens l'expertise. Euh, Tu as parlé d'avoir fait une filière sciences économiques en terminale. Oui. Est-ce que à ce moment-là, tu savais déjà ce que tu voulais faire dans la vie? Est-ce que tu savais que tu voulais travailler dans la finance, que tu voulais intégrer un Big Four? Pas du tout. À l'époque, moi, je voulais juste valider le bac. Enfin, je voulais juste, c'est ce que j'avais en tête, mais me dire que j'allais me diriger vers la finance, non. Pour la petite histoire, moi, j'ai toujours été passionnée par le droit. Donc, c'était sciences économiques et droit. Et moi, c'est plus l'aspect droit qui me passionnait le plus parce que voilà, je trouvais le côté être avocate et tout, voilà, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et, euh, et moi, ma vision, c'était ça. Si je voulais faire quelque chose, en tout cas à l'époque, c'était ça. Mm. D'accord. Et tu as parlé du coup après le bac d'avoir obtenu une bourse d'État pour aller en Algérie. Est-ce que tu dirais que c'est le fait d'avoir cette bourse qui t'a fait finalement choisir d'aller en économie? Est-ce que quand tu as une bourse d'État, Mm. on t'oriente directement vers une filière ou alors c'est toi qui choisis? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as le choix d'aller où tu veux? Non, j'ai pas eu le choix. J'avais fait une science économique. Donc, j'ai été orientée dans une licence économie, même si on avait le droit, mais c'était 2 ou 3 modules. Et ce qui m'a vraiment fait que je me suis concentrée sur la partie économie, tout ce qui est finance et tout, c'est que bah, finalement, droit, c'était dispensé en arabe. Et nous, bah, les étudiants étrangers,
bon, on avait des polycopies en fait en français. Donc, ça veut dire si tu avais des questionnements, tu avais besoin d'approfondir un point, forcément, tu n'avais pas de prof pour t'aider dans ce sens-là. Donc, c'était plus de l'auto-formation. En tout cas, on avait à base des polycopies des articles qu'on nous donnait, mais c'était à nous de le comprendre. Donc, forcément, moi, finalement, j'avais pas trop, enfin, je pouvais pas dire que d'un côté, ça a influencé mon choix de rester dans le scope économie-finance. Je dirais beaucoup plus. Mm. D'accord. Ok. Ok. Et donc, donc, quand tu termines ta licence en Algérie Mhm. et que tu arrives en France, donc déjà pour cette première partie académique, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Mhm. du haut de tes années d'expérience et des diplômes que tu as eus et de là où tu travailles aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à des étudiants qui étudient l'économie et la finance, qui veulent intégrer un Big Four? Quel conseil académique ils devraient faire? Parce que dans les explications que tu donnes, tu me dis déjà que dans le processus de recrutement, il y a eu beaucoup d'aspects techniques. Mhm. Euh, donc, est-ce que on peut déjà mettre des choses en place pendant les études qui Mhm. peuvent nous aider plus tard si on veut intégrer un Big Four? Oui, moi je dirais il faut être excellent, il faut viser l'excellence. Donc déjà, il faut mettre en place des objectifs. Comment, si je veux intégrer telle ou telle structure, comment y parvenir? Et pour ça, l'aspect plus finance, c'est important. C'est des cabinets d'audit, conseil. Moi, je fais partie de la partie conseil. Donc nous, on intervient sur des sujets très techniques parce que on fait jamais la même chose. Il y a une nouvelle norme qui sort. C'est nouveau pour nous comme pour les clients. Donc, on est dans une phase où il faut rapidement monter en compétences. Et c'est un environnement qui est très challenging. Donc, pour ça, comment on peut se préparer? Bah, il faut se dire que dans ce type d'environnement à l'université, ce qu'on peut faire, c'est déjà s'entraîner euh, à l'auto-formation. Genre, ne pas se limiter qu'à ce on fait en classe ou en cours, mais aller au-delà de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'opportunités avec tout ce qui se passe avec l'Internet, tout ce qu'on voit. On a facilement accès à l'information, on a facilement accès à la formation. Si on veut bien se former, il y a moyen de le faire. Donc, être curieux et viser l'excellence parce que, en fait, la répétition, elle est pédagogique. Donc, c'est en se formant continuellement, en étant dans l'amélioration continue, qu'on peut y arriver. Et moi, si, même aujourd'hui, moi, je me forme continuellement. Le monde évolue, voilà, il y a des innovations tous les jours. On ne peut pas rester figé, donc on ne peut pas se cantonner que à ce qu'on nous donne en classe. Il faut aller au-delà de ça. Et in fine, c'est ça qui va faire la différence entre un candidat et un autre. C'est ça, parce qu'on suit le même cursus, on a le même parcours. Bah, qu'est-ce qui fait la différence? Bah, c'est le petit plus qu'on va apporter. C'est notre touche finalement qu'on va apporter. Donc, moi, s'il y a un conseil que je peux donner à un étudiant, c'est ça déjà, c'est fixer des objectifs. Si je veux faire de la finance, qu'est-ce qu'on fait dans la finance? C'est quoi les prérequis qu'il faut avoir pour intégrer déjà des écoles de finance? Et après, au-delà de ça, c'est quoi les débouchés? Et en fonction des débouchés, s'informer, s'intéresser sur l'insertion professionnelle, comment ça se passe, se préparer en amont. C'est important, la préparation, elle est importante. Parce que les opportunités, ça vient pas comme ça, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher, ce que je dirais, il faut aller les chercher souvent. J'aime beaucoup dire souvent que j'aime bien une citation, je sais plus elle est de qui, mais c'est une citation qui dit qu'en fait, on s'intéresse aux gens qui font déjà le travail. Mm, On c'est clair. remarque les gens qui font déjà le travail. Donc, parfois, on a tendance à dire souvent, oui, mais telle personne a de la chance, telle personne a de la chance. Non, c'est quand tu fais déjà le travail qu'on s'intéresse à toi et que tu as plus d'opportunités. Quand tu es Mm. passif, bah, les opportunités, tu les verras Tu même passes à pas. côté, tu passes à côté, c'est clair. C'est ça, c'est Mm, ça. Et donc, je voulais revenir sur un sujet, parce que j'entends souvent les gens dire, oui, intégrer les Big Four, c'est compliqué, il faut avoir étudié dans les plus grandes écoles, il faut avoir fait des écoles de commerce. Et toi, tu as quand même mm, réussi à intégrer un Big Four, mm. tu ne viens pas d'une école de commerce, tu Pas viens du- d'une université. Ouais. Donc, qu'est-ce que... eh, aide-nous un peu à déconstruire ce mythe des Big Four, de en fait, il faut forcément avoir fait une grande école. Oui, je suis totalement d'accord parce que j'avais eu les mêmes retours. Et même quand j'en parlais autour de moi, en me disant, oui, je veux intégrer un Big Four, j'avais toujours les mêmes retours.
Mais non, c'est pas possible. Ils prennent que des gens d'école de commerce ou d'école d'ingénieurs. Et moi, c'était pas du tout mon cas. Mais pour autant, moi, j'ai pas écouté parce que je me dis, dans la vie, c'est nous-mêmes, nos propres barrières. Si tu te poses des limites, forcément, il y aura des limites. Mais dans la vie, dans certains cas, oui. Mais professionnellement, il y a des portes, il faut les pousser, en fait. Ça va pas s'ouvrir comme ça. Mais moi, je dirais que non. En fait, ça dépend du profil. Tu peux faire une université, parce que c'est mon cas, j'ai fait l'université de Paris 12. C'est pas, voilà. Donc, pour dire que, ok, j'ai fait l'université, il y a le côté, l'alternance que j'ai eu à faire. Je dirais pas que ça n'a pas joué. Peut-être que ça a joué, mais si moi, je m'étais basée que sur ça, j'aurais resté, j'aurais pris un poste peut-être en interne, j'aurais postulé dans une entreprise, mais j'aurais pas tenté le coup de Big Four. J'aurais resté, voilà, dans ma zone de confort. Alors que non, je suis allée au-delà de ça, j'ai postulé et c'était classique, hein. Je suis allée sur le site carrière, il y avait une offre, j'ai envoyé mon CV, j'ai été contactée. On m'a fait passer des tests, que ce soit entretien physique, que ce soit des tests en ligne. J'ai fait le process de bout en bout. À la suite de ça, j'ai été retenue et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis dedans. Donc, pour dire, enfin, c'est, en fait, moi, tout ce que je peux dire, c'est que faut pas écouter ce que les gens disent parce qu'on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes expériences. Enfin, chaque personne a son histoire. Et c'est comment finalement tu t'écris ton histoire, c'est ça qui va faire la différence. C'est ça. C'est pas ni tout noir, ni tout Mm, blanc. Faut être mm. proactif. Il faut savoir aussi aller chercher ce qu'on veut malgré tout ce que les gens disent. C'est ça. Non, non, mais c'est clair. C'est clair parce que si on se entend, si on écoute parce que, comme on dit, la vie des autres, c'est la vie des autres. Il faut se limiter à ça. Moi, je dirais pas plus que ça, donc t'as un truc en tête, il faut le faire. C'est tout. Et surtout, il faut demander l'avis des gens qui ont déjà fait Mm. ce qu'on a envie de faire. Oui, ça C'est c'est ça qui est important. le plus important. Ça c'est important. Parfois, il y a des gens qui te donnent leur avis, mais en fait, ils ont pas suivi le chemin que tu as envie de suivre. Donc, en fait, Ils ils sont n'en savent surtout rien du tout. déconnectés de la réalité, ils sont déconnectés du milieu que toi tu vises. Donc si forcément tu demandes leurs avis, ça va être biaisé. Ça va être biaisé, c'est sûr. Exactement. Exactement. Et tu as parlé de l'anglais. À quel point l'anglais, c'est important et à partir de quel moment il faut déjà prendre l'anglais au sérieux. Moi, je dirais dès le lycée si possible, hein. Dès le lycée, hein. J'adore cette réponse. Non, mais et même, hein, parce que souvent, il y a ces choses, c'est plus facile de l'apprendre plus jeune que après. Après, je trouve qu'aujourd'hui, quand même, c'est plus ou moins facile. Enfin, on a des applications qui nous les facilitent. On a pas mal d'applications aussi qui facilitent cette connexion. Genre, tu veux échanger avec une personne qui veut, vous êtes deux, vous voulez apprendre une langue, il y a moyen d'échanger. Donc, et même avec aujourd'hui avec l'IA, enfin l'intelligence artificielle, enfin il y a pas mal d'applications, des chatbots que les gens ils arrivent à faire, enfin tu arrives à communiquer et tout, tout, tout. Tout ça, c'est des moyens qu'on a à notre disposition. Pourquoi se restreindre? Et même au-delà, hein, qu'est-ce que peut-être, là, on parle de l'anglais, parce que forcément, c'est la langue la plus parlée, mais peut-être que, il y a quelqu'un qui va aller dans un environnement où c'est l'espagnol qui est demandé, ou les chinois. Donc, quelle que soit la langue, je pense qu'il n'y a pas de moment parfait pour le faire. En fait, il faut juste se lancer. Il faut l'apprendre dès qu'on peut. Surtout quand on a du temps, et je pense que, au lycée, tout ça, on a beaucoup plus de temps. L'université aussi. Et même quand c'est une fois qu'on est dans le milieu professionnel, enfin, on a plus ou moins de temps. Et même là encore, on arrive à se dégager un petit peu de temps. Apprendre une langue, forcément, t'as pas besoin de faire 2 ou 3 heures dans la journée, même 15 minutes, 20 minutes d'échange ou d'écoute, écouter un podcast, enfin, quel que soit le truc, ça permet enfin, ça permet de se former, en fait, mais continuellement. Donc, il faut commencer par peut-être les petites choses qui nous mobilisent pas assez de temps, mais au bout de 6 mois, 1 an, bah, le résultat, forcément, on va le voir.
Plus apprendre quand on n'en a pas besoin, en fait. Parce que le problème avec apprendre l'anglais, quand on en a besoin, c'est qu'on n'avance pas aussi vite qu'on aimerait avancer. Donc, en fait, C'est, faire des c'est... petits efforts de 10 15 minutes. On voit euh, pas le résultat vite. Mais sur C'est vrai. plusieurs années, on voit le résultat. On voit le Ah oui. résultat. Et c'est ça. Et malheureusement, moi, par exemple, je l'ai appris à la dure quand je suis venue au Canada et que j'ai décidé que j'allais partir dans une province anglophone. C'est que pendant mes premières années d'université à la fac, j'ai pas appris l'anglais au sérieux. Parce que pour moi, j'ai pas pris au Oui, sérieux. oui, oui, oui. Puis au moment où tu en as besoin, et c'est là où la frustration commence. Toutes Ah ces oui. années où j'ai gaspillé mon temps, alors que je pouvais juste prendre 15 minutes de chaque jour pour écouter une vidéo en anglais, pratiquer mon anglais. Donc oui, c'est très très important. Hmm. Je suis d'accord, c'est clair. Ensuite, tu as parlé de l'alternance. Tu as parlé d'avoir travaillé déjà avec des sociétés de conseil avant d'intégrer un Big Four. J'aime beaucoup parler de réseautage dans les épisodes. Hmm. Est-ce que tu penses que le fait justement d'avoir travaillé avec des prestataires pendant ton alternance, ça t'a donné une certaine vision déjà du travail dans un cabinet de conseil, dans un Big Four, et est-ce que tu penses que ça t'a aidé plus tard? Oui, je dirais beaucoup que ça m'a beaucoup aidé. Et c'est ça même qui a fait que j'ai eu envie déjà de faire ça. Donc, le premier contact, c'était ça. Et après, oui, j'ai pu voir le quotidien d'un consultant, parce que j'ai bossé avec des consultants, des managers et même des directeurs associés. Donc, je voyais comment ça se passe, hein. C'était quoi l'exigence du métier, la rigueur et tout ce qu'ils étaient capables de faire, et vu le temps. Et là, je me suis dit, waouh! En fait, quand c'est pas, c'est finalement, les gens, ils le disent, on entend, mais il faut voir comment ils le font pour vraiment y croire. Et là, c'est des gens qui savent vraiment travailler souvent sous pression, dans des délais très contraints, mais ils arrivent à sortir. Ils arrivent à sortir quelque chose de là. Donc ça a beaucoup joué. Et même à mon entretien, je savais quoi dire. Concrètement, je savais quoi dire. Je savais ce qu'on attendait d'un consultant. C'était quoi les qualités qu'il faut. Donc oui, oui, ça m'a vraiment aidé. Et même avant que, voilà, avant mon entretien, moi, j'ai pris le temps aussi d'échanger avec ces personnes, même au-delà du travail, d'échanger, de comprendre. Donc, ils m'expliquent beaucoup plus, même qu'on m'aide aussi, même pour l'entretien, toute la préparation derrière. Donc oui, c'est un point important, je dirais, effectivement. Parfait, parfait. Encore une fois, c'est la proactivité, hein. C'est de savoir aller chercher l'information et pour ça, il faut savoir de quoi tu as besoin Mm, et de solliciter les gens autour de toi pour te préparer. En fait, ce qu'il faut vraiment bannir, c'est ce comportement d'être passif, mm. d'attendre Ah, que tout se passe autour de toi comme si... c'est pas donné, hein. Non, non, c'est pas donné. Il faut faire, il faut faire des efforts. Ah oui, je suis d'accord, hein. Beaucoup d'efforts même, hein. Parfait, parfait, parfait. Et donc, on va passer à la deuxième partie. Si tu as envie d'ajouter des choses spécifiques ou des conseils spécifiques sur ton parcours académique, on va passer à la deuxième partie. Ouais, je pense on peut passer. S'il y a des questions, bah, posez-les dans le commentaire, on va y répondre. Exactement. Ah, merci. En plus, tu m'aides à faire le... Tu seras ma co-host pour Ouais, c'est pour ça. les prochains épisodes. Euh, d'accord. Donc, une fois que tu intègres un Big Four, parce que j'ai été regarder un peu aussi ton profil, hein, ça c'est quelque chose que je fais classique pour voir l'évolution des gens. Oui. Ça fait 4 ans que tu travailles dans un Big Four et pourtant tu as quand même déjà évolué. Mm, Tu as changé de poste. Donc, une fois que tu entres dans une entreprise comme ça, comment tu fais pour gravir les échelons? Parce que je suppose que ça doit être très compétitif. mm. Il y a des gens très compétents. Donc, comment ça se passe? Oui, effectivement, c'est très, très compétitif parce que on a une évaluation chaque année. Donc, il y a la promotion de grade chaque année et on est souvent comparé aux mêmes personnes de notre promotion. Donc, c'est pas lettre à la poste. Tout le monde n'est pas promu. Donc, et pour ça, bah, c'est comment toi, ta performance, ok, tu es performant, mais à quel point tu es performant par rapport aux autres de ton grade. Donc, pour ça, il faut aller au-delà même de la mission. Bah, il y a toute la partie vie d'équipe et l'interaction
avec les autres BU parce qu'on est organisé en business unit. Donc, c'est comment tu interagis avec les autres équipes et c'est l'implication aussi en interne. Quand je dis en interne, tu as la partie vie d'équipe, donc tout ce qui est l'animation de la vie d'équipe. Tu as la partie enfin, intervenir sur des benchmarks, que ce soit sur la rédaction de pitch, répondre à des appels d'offres, donc faire des propositions une fois qu'on a des appels d'offres, comment toi tu interagis, comment toi tu aides, que ce soit les managers ou les partenaires, enfin dans toute la partie aussi business, donc c'est le côté commercial. Parce que nous, dans les cabinets de conseil, enfin, on a le côté consultant, donc on fait les missions, mais il y a aussi toute la partie préparation avant d'avoir la mission, parce qu'il y a toute cette partie-là aussi. C'est pas j'ai une mission, je le fais. Ok, mais comment faire aussi pour avoir la mission. Donc, c'est ça aussi qui fait la différence et c'est l'image finalement que l'on va renvoyer aux autres. Enfin, donc, tu as tout ça qui fait que bah, l'environnement est challengeant parce que tu es, chez un client, tu fais ta journée classique, tu vas là-bas, tu fais ton boulot et tout, mais après, derrière, bah, c'est comment toi en interne, qu'est-ce que tu fais en interne? Et, euh, et toute la réflexion sur des sujets de benchmark. Ça monopolise quand même du temps, faire un tome, donc de réfléchir sur des tomes finance, être dans tout ce qui est les knowledge management, donc enfin, l'amélioration, la mise à jour des connaissances, faire des formations certifiantes, enfin, tout ça, ça rentre dans le cadre de l'évaluation. Et ça, c'est des moyens d'un petit peu de ce... enfin, je sais pas, je trouve pas le terme exact, mais ça permet de créer un petit peu la différence peut-être avec les autres. Et moi, dans mon cas, bah, d'assez naturellement, je suis une personne qui a ce côté relationnel. J'hésite pas à aller vers les gens. Enfin, j'hésite pas aussi à être force de proposition, parce que c'est important. Il y a un sujet qui m'intéresse. Moi, je vais voir, je dis, ah, il y a tel sujet qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dessus? Si oui, je veux bien travailler avec la personne. Sinon, bah, moi, ce sujet, je veux le porter, je le commence. Et s'il y a des gens qui veulent aussi venir bosser avec moi là-dessus, on bosse et on crée et on crée finalement, ça s'appelle des benches. Donc, ces benches, on peut capitaliser là-dessus lors d'une mission. Ça peut être des articles qu'on peut publier sur nos différents réseaux. Donc, tout ça, ça permet d'entretenir la relation avec nos clients. Donc, enfin, tout ça, ça en fait partie, en fait. Donc, c'est la différence qu'il faut avoir. Il ne faut pas rester passif. En fait, dans le conseil, tu ne peux pas être dans le conseil et te comporter comme si tu étais en interne dans une entreprise classique. Parce que déjà, voilà, le business model même, c'est pas que ça. On est dans un environnement challengeant. Donc, il faut vraiment être compétent. En fait, c'est l'excellence. Il faut toujours être dans de l'amélioration continue. Et pour ça, bah, il faut travailler. Tu rentres chez toi à 19h, 20h. Il faut s'accorder au moins 2 heures pour le cabinet. Enfin, il y a tous ces sujets-là qui créent la différence, en fait. Wow, ok. Oui, on peut pas rester Je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ça. Mais avant de revenir sur ça, j'allais dire que, donc en fait, ce que je comprends, c'est que faire bien son travail, c'est le strict minimum. C'est Oui, pas, c'est le classique. voilà, c'est le classique. Ensuite, il faut aller au-delà. Il faut avoir un certain esprit de leadership. Il faut prendre des sujets en charge. Il faut être en interaction constante avec les gens. Faut pas avoir peur Mhm. d'aller parler aux gens, de poser des questions, de se former, en fait, d'utiliser son temps pour monter en compétences. Exactement. Et son réseau aussi. Il faut entretenir la relation avec les clients. Il faut entretenir la relation avec les anciens camarades, avec son école aussi, parce qu'on a ce côté recrutement. Donc, comment attirer aussi les bons profils, les bons talents. Donc, il y a tous ces sujets-là qui rentrent dans notre quotidien. Ok, parfait. Tu as parlé de ce côté relationnel. Moi, j'aimerais aller un peu plus en profondeur dans ça parce que au début de l'épisode, tu as parlé de ton implication dans des associations dans l'humanitaire. Est-ce que tu penses que ces choses que tu fais en parallèle de ton Mm. travail t'ont aidé
à développer cet esprit de leadership et aussi ce côté relationnel pour pouvoir interagir efficacement avec les gens. Oui, forcément. En fait, je dirais que dans la vie, toute chose qu'on fait, bah, ça crée des liens, en fait. Donc, il y a le fil conducteur. Je dirais que ça a commencé avec le côté sport. Le sport, en fait, le sport, c'est l'esprit d'équipe, c'est gagner collectivement, gagner ensemble, donc c'est le succès collectif. Et tu rajoutes à ça toute la partie engagement, parce qu'il faut être engagé avec les autres. Et l'engagement, bah, ça continue avec ma vie associative, ce côté relationnel où j'ai cette facilité à approcher les gens, enfin, à parler avec les autres, à apprendre d'eux. Parce que c'est ça aussi, il faut accepter d'apprendre des autres. Les autres peuvent apprendre de nous, mais il faut accepter aussi d'apprendre des autres. Et surtout, ce que la vie associative m'a appris, c'est la priorisation. Parce que souvent, on a tendance à se dire, on veut tout faire. Mais en même temps, c'est pas possible. Donc, il faut prioriser et savoir déléguer. C'est important de déléguer aussi. Et tout ça, bah, ça a fait qu'une fois que moi, j'ai été dans le monde du cabinet, c'est des choses que j'ai pu mettre en pratique facilement. Parce que c'est ça aussi, c'est ça qui est recommandé. L'esprit d'équipe, avoir cette facilité à entrer en contact avec les autres, à amener les autres à travailler avec nous. C'est important. Parce qu'une équipe, il faut avoir des gens pour travailler avec. Donc, tout ça, enfin, de fil en aiguille, je dirais que voilà, le fil conducteur, c'est ça. Sport, associatif, donc engagement. Et après, en cabinet, bah, j'ai pu mettre en pratique tout ça et ça a pris quoi. Enfin, et aujourd'hui, avec du recul, moi-même, je vois le résultat. Si j'étais timide et tout, ça n'aurait pas été la même chose. Non, il faut aller un peu plus que ça. Donc, ne pas hésiter à utiliser les activités qu'on fait en extra pour pouvoir développer certaines compétences. Ah oui, oui, c'est très important. Je trouve ça dommage même hein, de pas faire autre chose à côté. Enfin, je sais pas, mais moi, je trouve que ça permet de stimuler en fait même notre intelligence. Tu l'utilises dans d'autres cas que ce que tu vois habituellement. Donc, c'est comme si tu t'échappes de ton milieu d'habitude, tu te plonges dans un autre et tu découvres autre chose. Donc, ils peuvent aussi te servir même dans ton milieu habituel. C'est un moyen finalement de créer la complémentarité en fait. Enfin, D'accord. Et qu'est-ce que tu donnerais? Moi, j'ai l'impression que, par exemple, dans cet aspect relationnel, créer des relations avec des gens, par exemple, il y a certaines personnes mm, qui vont avoir du mal à parler avec les gens. Et puis même en face à face, tu vois, ça peut être intimidant, ça peut être compliqué, mais même aujourd'hui, on a LinkedIn, on a les réseaux sociaux où tu n'es pas en face de la personne pour pouvoir mm, interagir, mais il y a toujours des gens quand même qui vont toujours se dire, mm, oui, mais si j'envoie un message à telle personne, et si la personne ne me répond pas? Et moi, je dis toujours, mm. mais si la personne ne te répond pas, qu'est-ce que Pas ça grave. change à ta vie, en fait? Si C'est la pas personne n'a grave. pas répondu, c'est tout, tu passes à autre chose et tu parles à quelqu'un d'autre. Et comment, est-ce que tu as des conseils pour aider les jeunes à aller au-delà de ça, à arrêter de réfléchir toujours Mm. à l'après? Oui, mm, Et- oui, ouais. J'avoue que c'est un bon point parce que quand on l'a pas naturellement, c'est compliqué. C'est très compliqué, mais voilà, en fait, je te rejoins sur ça. Faut pas hésiter. Faut, faut avoir ce qu'on appelle de l'audace souvent. C'est important d'aller vers les autres. C'est pas grave si une ou deux personnes ne répondent pas, mais encore heureux, tout le monde ne l'est pas. Il y aura toujours des gens de bonne volonté qui vont prendre la peine de répondre, même si ils vont pas solutionner le problème, mais ils vont prendre la peine de faire un retour. Le retour, quel que soit le retour, c'est apprécié. Donc, il faut pas se limiter à ça et il faut s'ouvrir. Même entre eux déjà, sortir, aller à la rencontre d'autres personnes, enfin, essayer de sortir de sa zone de confort. Et surtout, ça, quelque chose ça, c'est un conseil que je donne à la communauté malienne, à la jeunesse malienne. C'est un constat que j'ai fait. C'est très bien. On a ce côté communauté, c'est très bien. Mais souvent, ça ne nous sert pas. Il faut sortir souvent de sa zone. Aller voir comment ça se passe avec les autres. Être ouvert avec les autres, enfin, créer des activités, et comprendre comment ça se passe de l'autre côté. Parce que souvent, ça va être le déclic qui va nous permettre voilà, de se libérer voilà, et d'être en confiance. Parce que la peur,
d'aller vers les autres aussi, souvent, c'est un manque de confiance. Ça résulte d'un manque de confiance. Oui, mais si telle personne ne me répond pas, c'est pas grave, il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur ça. C'est tout ce que moi je peux dire, hein. On va me dire, oui, c'est facile à dire qu'à faire. Je suis d'accord, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais on peut le faire si on se donne les moyens et il y a moyen de le faire. Aujourd'hui, ce monde, c'est un monde où tu peux pas rester dans ton coin. C'est pas possible. En tout cas, si tu veux évoluer, il faut travailler sur sa visibilité, travailler sur sa communication et travailler sur l'aspect relationnel. C'est important. Exactement. Et parfois, on a trop peur aussi de ce truc de... Parfois, on a peur, c'est du ridicule. En fait, la phrase «le ridicule ne tue pas» n'a jamais eu autant de sens, en fait. Le ridicule n'a C'est vrai. jamais tué personne. Et on est dans une société aussi où on ne normalise pas le fait de parler de l'échec. Et je pense que c'est ça aussi qui met beaucoup de gens en situation de non-confiance en soi. Parce que tu vois les profils des gens, tout de suite, ça a l'air, tu vois, parfois très impressionnant. Tu vois les gens qui ont réussi, Mm, mais tu poses des questions à ces gens pour savoir comment ils ont réussi. Et parfois, on oublie souvent de demander aux gens combien de fois ils ont échoué mm. avant de réussir. Et quand on commence à poser ces questions, on se rend compte que finalement, qu'en fait, que les gens qu'on est en train d'idéaliser n'ont même pas réussi d'un seul coup, en fait. Tout le Bah monde est non, passé par des... pas du tout, pas du tout. Et je suis totalement en phase avec ce que tu dis parce que souvent, on a besoin aussi d'échouer souvent. C'est important. Ça fait partie de la vie et c'est ce qui va te permettre de se relever et d'aller un cran plus. Et ça, je vais dire un truc, abe, enfin, en bambara, hein, je veux dire, abe douce do moro kono, quoi, tu vois. Donc, c'est, souvent, il faut plus tirer des leçons de là. En fait, quel que soit la réussite ou l'échec, on sort avec de l'expérience. Et le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette expérience-là. Donc, faut se lancer, hein. Et très honnêtement, on apprend beaucoup plus de l'échec que de la réussite, hein. Ah, Et c'est clair. ça, c'est voilà. Et tu as parlé de rentrer chez soi à 19 heures et de prendre 2 heures de temps Mm, pour le travail. mm, Donc, à quel point le fait de travailler dans un Big Four joue sur ta vie personnelle et ton temps personnel, en fait? À quel mm, point la charge de travail est énorme? mm. Pour la petite histoire, moi, au départ, je me rendais pas compte que ça. J'étais tellement à fond dedans, et j'avais une bonne organisation, je dirais. Mais au bout d'un moment, je suis arrivée à la conclusion que allier vie pro et perso, c'est compliqué. Franchement, l'équilibre parfait n'existe pas. Il n'y a pas d'équilibre. On aura beau dire ce qu'on veut, il n'y a pas. L'équilibre est évolutif, en fait. Et ça passe quoi? Souvent, on priorise. Moi, à un moment, il y a des semaines où je voyais même pas la salle de sport. Parce que j'étais sur une mission qui mobilisait tout mon temps. Je pouvais être en atelier de 9 heures à 19 heures avec 30 minutes de pause souvent, parce que c'est le contexte qui l'imposait. Et après ça, revenir à la maison et bosser jusqu'à 1 heure, 2 heures, même le week-end. Mais c'est quelque chose qui était peut-être sur 3 semaines. Et après ça, ça redescendait. Donc, l'organisation, c'est pas la même chose pendant ces périodes ou pendant les périodes où c'est beaucoup plus light. Mais quand c'est le rush, bah, c'est compliqué. Et avec toute la vie associative à côté, tout ce qu'il faut faire à côté, c'est compliqué. Soit tu mets en stand-by, ou soit bah, tu délègues. Et aujourd'hui, moi, dans mon cas, bah, j'arrive quand même à le déléguer ou à mettre des choses en stand-by. Et encore, je suis seule. Ça veut dire, je rentre quand je veux, je sors quand je veux. J'ai pas d'enfant ni rien. Mais je me pose encore la question, le jour où je serai dans cette disposition, comment ça va se passer? Je n'ai pas de réponse à ça encore. Mais, quel que soit le truc, il va falloir s'organiser. Parce que, en fait, il y a des environnements qui sont vraiment challenging. Et si on veut rester dedans et persévérer dedans, bah, il faut s'y mettre, il faut se donner les moyens. Être ambitieux, c'est très bien. Mais sans organisation, sans priorisation, ça va être compliqué de l'atteindre. Je m'arrête là. Ouais. Faut,
faut savoir s'organiser, gérer son temps, prioriser pour ne pas se retrouver finalement submergé par tout ça. Mm, Et j'aime bien c'est quand vrai. tu dis que tu n'as pas encore la réponse à la question. En fait, c'est un apprentissage continu. On se réinvente tous les jours, on C'est évolue tous ça. les jours. Et puis, on se rend compte qu'on arrive à faire des choses qu'on ne pensait même pas qu'on pouvait faire. Donc, Mais c'est clair, c'est exactement ça en fait. Waouh. Et ça t'a ça me inspiré, hein? ça me fait sourire parce que mais c'est ton récit qui m'inspire. Parce que au début de je sais, on a dû pas, je pense qu'on n'a pas filmé cette partie. Tu me disais, mais comment tu fais Mm, pour faire tout ça? Mais moi, j'ai envie de te dire comment toi tu fais pour faire tout ça. Parce que, parce que c'est beaucoup de choses. ouais. Non, mais c'est clair. Après, j'ai envie de dire, quand on aime ce qu'on fait, souvent, on on n'a pas la réponse de dire comment j'arrive à faire ça, parce que c'est naturel. C'est clair, c'est limpide pour nous, c'est naturel. Voilà, on a l'énergie parce que ce qu'on fait, on kiffe. Mais si on se retrouve à faire quelque chose qu'on n'aime pas, crois-moi que rapidement, ça se voit. C'est donc je pense que la réponse elle est là en fait. C'est ça. Donc, les gens, retenez, le plus important, c'est aimer aussi ce que vous faites. Kiffer. Pour rester motivé. Parce que sinon, si vous faites que pour l'argent, si vous faites que oui, pour qu'on dise, moi, je travaille dans un Big Four, ça risque d'être compliqué assez rapidement. Mais l'argent aussi, c'est important, c'est motivant souvent. C'est important. C'est même très important. Je ne dis absolument pas le contraire. Mais tu sais que parfois, c'est difficile de maintenir uniquement l'objectif de l'argent, en fait. Et donc, en fait, il faut que tu aies une autre source de motivation, en fait. En plus, je dis aussi tout le temps que franchement, la motivation, ça reste pas à longtemps. La motivation, c'est juste pour t'aider à commencer. Une fois que tu as commencé là, c'est plus la motivation qui joue. Non. Appelez ça ce que vous voulez. Parfois, c'est de la passion, parfois, c'est la discipline, parfois, c'est avoir des objectifs. Mais la motivation, c'est juste pour commencer, en fait. Et surtout la discipline, hein. Je pense que c'est l'un des leviers, c'est important, hein. Être discipliné, waouh. On se rend pas compte, mais c'est pas donné à tout le monde d'être discipliné, hein. Se Et tu fixer vois, des parfois, objectifs. Oui, c'est l'amour du métier aussi qui te permet d'être discipliné parfois. oui, c'est vrai, c'est vrai. L'amour du métier, l'amour de ce qu'on fait, enfin, c'est c'est clair. Je suis d'accord, je suis d'accord. La discussion devient un peu philosophique. J'adore. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on ça. Ok, donc je pense que ça a été peut-être l'un des épisodes les plus rapides où on est allé. On voit les gens de chiffres. C'est pas pareil. Donc, C'est du, c'est du ticota. c'est ça. C'est aller droit au but. Mm, Si, si toi, aujourd'hui, si tu devais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir au tout début, peut-être même à la période où tu faisais le bac, est-ce qu'il y a quelque mm, chose que tu aurais aimé savoir, que tu mm. aimerais partager avec les gens qui veulent suivre le même chemin, le même parcours que toi? Oui, ce que j'aurais aimé savoir au lycée, c'est c'est les orientations. Enfin, avoir l'opportunité au moins de participer à un salon d'orientation ou un truc des métiers. Comprendre c'est quoi l'orientation, c'est quoi les débouchés en fait. Après chaque filière, que ce soit euh, sciences et économie, que ce soit la partie littérature, quel que soit le truc, mais avoir au moins cette visibilité de ce qui m'attend après. Je pense que ça aurait été important et ça m'aurait aidé. Pas peut-être pour faire la finance ou quoi que ce soit, mais j'aurais déjà une idée de ce qui m'attend peut-être ou de ce que je veux faire ou ce que je ne veux pas faire. Parce que c'est important. Et je trouve que surtout nous, au Mali, c'est dommage, mais je trouve qu'on n'a pas cet accompagnement-là, en fait. Même dans nos lycées et autres, on n'a pas de conseils d'orientation. Enfin, on ne voit pas les métiers, on ne voit pas les modèles accessibles, des repères, des gens qui évoluent dans des domaines, qui excellent. On n'a pas de retour d'expérience de ces personnes-là. Et c'est important de les avoir même au lycée, hein. Je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait, mais moi, à mon époque, oh là là, quand je dis à mon époque, on dirait il y a longtemps. Mais moi, à mon époque, c'était pas le cas. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Donc, si c'est pas le cas, ce serait intéressant de le faire.
parce que ça aide et ça aide beaucoup, hein. C'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, ceux qui sont passés aussi précédemment dans le podcast avant toi, en fait, cet aspect orientation revient assez souvent parce qu'on n'a pas le... Je pense qu'on n'a pas la culture, c'est de baser les décisions sur des informations, sur des données probantes. Par exemple, moi, par exemple, au lycée, c'était, ah oui, tu veux travailler dans tel ou tel domaine, ben, va parler à ton oncle qui a fait telle filière ou ta tante qui a fait telle filière. Mais le problème, c'est que mon oncle ou ma tante qui ont fait telle ou telle filière ne sont plus, ils sont toujours dans leur temps. Ils ne Oui. sont plus dans mon temps à moi. Le métier a évolué. Ça fait peut-être 20 ans, 30 ans que eux, ils ont fini leurs études, que eux, ils sont même en fin de carrière. Donc, ils n'ont plus vraiment l'idée de, sauf s'ils font du recrutement, et s'ils font pas de recrutement dans leur métier, ils n'ont plus aucune idée de quelles sont les exigences qu'il faut pour intégrer tel ou tel marché. Est-ce que c'est encore demandé? Est-ce qu'il y a le besoin? Donc, cet aspect orientation, franchement, c'est vraiment très important et j'espère vraiment que ce podcast va y contribuer Ouais, et je l'espère aussi. que j'aurai des profils encore plus riches, encore plus intéressants et Bon, qui vont venir parler de leur parcours. bien sûr, parce que mine de rien, c'est important de penser à faire ça, c'est important de donner finalement des visibilités aux autres, voilà, d'avoir accès à des modèles accessibles ou des repères, parce que c'est important. Nous, à à notre époque, enfin, on n'a pas eu cette opportunité, donc je trouve ça vraiment noble de penser à le faire et de donner cette chance enfin, aux plus jeunes voilà, d'avoir quand même des idées, même si on ne touche pas à tous les aspects, mais on essaie quand même de donner un petit peu une idée, donc de donner nous nos retours d'expérience à nous. Si ça peut leur guider, bah, tant mieux. Mm. Parfait, parfait, parfait. Avant de conclure cet épisode, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire? Peu importe, tout ce que tu veux. Est-ce que, Voilà, ce que je dirais, c'est soyez curieux. Soyez curieux, c'est important. Servez-vous de l'information qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Ne l'utilisez pas que, voilà, que l'utilisation classique qu'on connaît, mais allez au-delà de tout ça. Ça peut toujours servir. Parfait, parfait. Je te remercie beaucoup, Mariam, de partager avec nous ton parcours, tous ces conseils, toutes ces informations utiles. Et merci d'avoir pris ton temps pour être Le présente plus- aujourd'hui. le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Aïssata. Et à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé. J'adore. Elle fait l'outro de l'épisode à ma place. C'est Parfait. ça? Vous avez entendu? Likez, abonnez-vous, partagez, commentez, tout ce que vous voulez. Exactement. Merci.